Ok, on va enchaîner avec Alexandre qui nous vient de BAM et qui va nous parler de performance sur mobile avec une petite présentation d'un outil qui mesure des perfs, qui existe depuis un petit moment, je crois, depuis un an, À peu près un an, ouais. et qui marche Un plutôt an et bien. quelques, un truc comme ça. Ça roule, bah bonne conf. Excellent, merci pour l'intro et bonjour tout le monde. En effet, on va parler de comment construire un outil de mesure de performance pour Android. La question que vous allez peut-être me dire, c'est mais en fait, pourquoi on voudrait faire ça? Et du coup, il faut que je commence quand même avec une petite histoire. Il y a très longtemps, il y a un client qui était venu nous voir et qui voulait développer une application web et une application mobile à la fois. C'était un client hyper intéressant parce qu'ils avaient un background technique assez fort et ils avaient des standards techniques, des standards de qualité plutôt, franchement, très, très haut niveau. Et en ce qui s'agit pour la performance, en tout cas sur l'appli web, ils avaient le standard de dire ils veulent que toutes les pages démarrent avec un TTI inférieur à 2,5 secondes, même sur un device un peu nul. Ils avaient tout un tas d'autres métriques, etc. Et aussi le fait que toutes les pages aient un score Lighthouse supérieur à 90. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Lighthouse, ouais non, en fait je parle pas de ce Lighthouse là qui est un film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, mais je parle bien du Lighthouse qui est dans Google Chrome. C'est un onglet en fait dans Google Chrome, dans les DevTools pardon, de Google Chrome, que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle page. Là par exemple je me suis amusé sur google.com à ouvrir ça, et en cliquant juste sur 2-3 boutons, en fait vous pouvez générer un rapport de performance sur n'importe quelle page que vous voulez. Alors ce qui est drôle, c'est que Lighthouse, c'est un outil développé par Google Chrome. Je trouvais ça assez ironique que du coup Google est juste 80 sur 100, mais au moins ils sont probablement pas biaisés. Bon, du coup pour revenir à ce client-là, des standards de qualité très forts pour la performance sur le web. Et en fait, moi en tant que dev mobile, comme ça, j'étais un peu curieux quand même de qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le mobile. Et sur le mobile, ils nous ont juste dit les gars, ça devrait pas laguer. Voilà, c'est tout. Aucune mesure scientifique, aucun truc très précis, et juste ça devrait pas laguer, forcément, on a tous envie que nos apps ne laguent pas, mais ça m'a fait poser la question de, mais en fait, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut mesurer scientifiquement finalement que, oups, là, allez un peu vite, que notre app a une bonne performance. Et du coup, c'est en essayant de répondre un peu à cette question que je suis devenu l'expert performance mobile chez BAM. Donc moi, c'est Alexandre, bonjour. Et à BAM, on est une agence de développement mobile basée à Paris, Nantes et Londres. Et on développe des apps en React Native, en Flutter et en natif. Donc en cherchant la réponse à cette question, je suis allé vers Google parce que il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Et Google m'a donné une vidéo par Google d'ailleurs qui disait que pour qu'une app soit performante, il faut qu'elle puisse tourner à 60 FPS. FPS, ça veut dire frame par seconde, c'est des images par seconde. Parce qu'en fait, finalement, une app, c'est un peu comme un film. Un film, c'est une succession d'images animées qui vous donne l'impression d'un film. Une app, finalement, si je scrolle par exemple dans Instagram, finalement, l'application est responsable de dessiner 60 images de l'app par seconde avec le fil qui scrolle progressivement. Et du coup, ça me donne une impression de fluidité. Le 60, c'était trouvé parce que c'était un bon compromis entre puissance recherchée, puissance de calcul pour avoir ces 60 images par seconde, et fluidité. Mais bon, maintenant, vous savez peut-être qu'on a des devices qui montent à 120 FPS, 90, etc. Donc ça, c'est la définition de Google, mais la grande question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle suffit? À BAM, on a fait beaucoup de React Native depuis le début, et si vous avez fait du React Native, vous savez peut-être que le React Native, c'est du JavaScript sur un thread qui va piloter des composants natifs. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que si vous saturez complètement le thread JavaScript, typiquement en cliquant sur un bouton qui s'appelle Kill.js, qui évidemment fait un calcul abominable, et en fait vous bloquez complètement la responsiveness de l'app. C'est-à-dire que là, si je clique sur Kill.js, on voit que j'ai beau cliquer sur Click Me plein de fois, il se passe rien, et c'est que quand le calcul a terminé que enfin tous les événements sont pris en compte. Tout ça pour dire qu'on peut prendre en compte d'autres métriques comme le CPU usage, ici l'utilisation CPU du Thread.js, en particulier pour une app React Native. Et puis d'ailleurs, de toute façon, on a parlé un peu de Green IT et d'écologie
Aujourd'hui, c'est sûr que si vous arrivez à tourner à 60 fps, mais que vous êtes en train de faire fondre la batterie de votre téléphone pour faire ça, c'est un peu dommage. Donc bref, je me suis rendu compte que mesurer la performance, c'est quand même un problème un peu complexe parce que y a pas mal de métriques à analyser. On parle de FPS, de CPU, de RAM, etc. C'est un peu difficile d'analyser tout ça. La deuxième raison que j'ai envie d'évoquer, c'est celle-ci. Évidemment, surtout si on fait du cross-platform, on a une grande différence de perf entre les téléphones qu'on peut utiliser facilement, les téléphones qu'on utilise habituellement. J'ai l'impression qu'en tant que développeur, on a quand même souvent des bons téléphones, et les téléphones de nos utilisateurs. Si on compare par exemple la performance pour lancer du code, si on veut être très précis, c'est le Single Core CPU Score, qui a été donné par Geekbench, c'est un site qui benchmark des devices grosso modo. Si on prend l'iPhone le plus vendu en 2022 versus l'Android le plus vendu en 2022 dans le monde, grosso modo l'iPhone peut faire tourner du code 10 fois plus vite que le Samsung. Donc c'est hyper important de s'intéresser aux devices bas de gamme et de faire tourner notre code sur des devices bas de gamme, de tester rapidement sur des devices bas de gamme. D'ailleurs, 80% des émissions CO2 d'un smartphone sont dues à sa fabrication. Et du coup, je pense que si on veut que les utilisateurs changent moins souvent de device, en vrai, il y a tout un tas de trucs à faire, mais je pense que la performance, c'est aussi une de nos responsabilités, parce que si les utilisateurs ont des apps qui continuent de fonctionner, même sur des vieux devices, ils ont moins de raisons de changer de device très souvent. Donc j'ai dit, mesure la performance, problème complexe, plein de métriques. Ça change évidemment pas mal en fonction du device. Si vous êtes attelé à un moment donné à la performance, vous savez que c'est un des problèmes les moins déterministes au monde. Oui, c'est sûr, si vous lancez votre app une fois, elle va démarrer en, 4 secondes. Et la fois juste après, elle va démarrer en 3,9 secondes. Vous pouvez vous dire, j'ai gagné 100 millisecondes. Génial. Probablement, c'est peut-être juste de l'aléatoire qui fait que vos mesures sont évidemment varient. Donc il n'y a pas trop de secrets pour faire ça, c'est un peu la loi des grands nombres. Pour tacler ce genre de truc, il va falloir faire plein d'itérations, faire la moyenne des résultats, ou un meilleur modèle statistique que faire une moyenne. Autant que faire se peut, garder les mêmes conditions de test, réseau, les données, etc. Et puis aussi, idéalement, automatiser ce qu'on a envie de tester. Ce qui reste quand même tout ça très painful, on va pas se mentir. Dernière raison que j'ai envie d'évoquer, ça part un peu d'une cicatrice. Ça m'est déjà arrivé de mesurer la perf en debug et d'essayer de tacler un problème en debug et de me rendre compte qu'en fait, ce problème que je viens de tacler n'a absolument aucun impact en prod. Donc idéalement, il vaut mieux éviter de mesurer la performance en mode debug parce qu'en fait, nos frameworks qu'on utilise, comme Flutter ou Compose, marchent beaucoup moins bien en debug qu'en release. Et si on veut être proche de nos utilisateurs, et être sûr de tacler des vrais problèmes, il vaut mieux mesurer la perf en mode profilable ou en mode prod. D'ailleurs, fun fact en passant, vos mesures de performance peuvent être impactées par vos mesures de performance. Ça, c'est hyper drôle. Ou pas. Bon, mais ouais, par exemple, si vous utilisez Android Studio pour profiler la perf, il va vous dire que, par exemple, la consommation de RAM augmente quand vous êtes en train de profiler la RAM de votre app avec Android Studio. Donc, c'est pas tout à fait les métriques qui correspondent à la réalité. Bref, j'ai exposé quelques raisons qui, pour moi, montrent que mesurer la perf, c'est un problème assez complexe. Et du coup, en voyant tout ça, quand je pensais à la simplicité de ce qu'on a vu au début, vous vous rappelez, Lighthouse, c'est un onglet dans Chrome, vous cliquez, et pouf, ça vous génère directement un rapport de performance. Et du coup, je me suis dit, franchement, je pense qu'on a besoin d'un Lighthouse comme ça pour les applications mobiles. Et du coup, c'est pour ça que on a créé à BAM un outil qui s'appelle Flashlight, qui est du coup un Lighthouse pour applications mobiles. La blague dans le nom dont je suis très fier, c'est que une lampe torche, c'est un peu un phare mobile, un phare de poche. Voilà, ça fait rire ou pas. Mais du coup, aujourd'hui, quand même, j'ai pas mal parlé de performance, mais vous êtes venus pour voir du live coding.
Enfin, j'espère. Et du coup, notre but, ça va être de recoder une version de Flashlight qui va être un peu plus légère. Un Flashlight Lite, si vous voulez. Le crédit de cette blague revient à Denis, je sais pas si... il est là-bas. Ensemble, et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, hop, je passe directement au terminal et je partage l'écran de mon téléphone ici présent, qui n'est pas du tout un téléphone bas de gamme, parce qu'en tant que développeur, bah voilà, j'ai un Pixel 8, mais ça fera l'affaire pour cette démo. Donc, pour recoder du coup un Lighthouse pour application mobile, un des trucs qui était vraiment sympa dans Lighthouse, c'est qu'on peut aller sur n'importe quelle app web, je veux dire. On n'a rien besoin d'installer. On peut mesurer du coup des apps de production. Et en fait, la question, mais est-ce que c'est même possible finalement sur une app Android? Parce que quand on va dans le profiler Android Studio, par exemple, bah, il vous demande toujours d'avoir une app au moins profilable ou des bugs, mais sur des apps de prod, on n'a pas forcément grand-chose. Bah déjà, j'ai envie de vous parler un petit peu de ADB. Si vous êtes dans cette salle, je pense que vous avez déjà utilisé dans votre vie ADB, mais c'est l'Android Debug Bridge qui sert à, par exemple, installer des applications avec ADB install, etc. Moi, en vrai, une de mes commandes préférées que je trouve assez chouette, c'est... vous pouvez faire ADB Shell Input Text Mobilis, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai mal rentré Mobilis, mais vous comprenez le principe. Hop, Mobilis. Voilà. Très utile des fois pour rentrer des passewords. Vous pouvez faire un tas de trucs avec, mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est... Bah, vous avez probablement déjà lancé des commandes comme ça, ou pas, je sais pas, mais souvent, les commandes vont commencer par un truc qui s'appelle ADB Shell. Et en fait, si vous lancez juste ADB Shell, là, il va se passer un truc que je trouve absolument génial. C'est qu'en fait, on va démarrer un shell, un terminal, une invite de commande, mais sur le téléphone. Donc là, si je fais Echo Toto, hop, je suis en train de lancer Echo Toto sur mon téléphone, et après de voir ça qui se reflète sur mon Mac. Si vous voulez une preuve de ça, c'est que si je fais une name par exemple, il va me dire que je tourne sur un Linux. Évidemment, c'est pas le cas sur mon Mac. Il me dit bien que je tourne sur un Darwin, qui est le nom donné à macOS. En fait, tout ça c'est possible parce que Android finalement c'est basé sur Linux. Donc, out of the box, on a beaucoup de puissance. Et donc on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, on peut se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on a sur Linux pour mesurer la perf? Vous connaissez peut-être des commandes qu'on peut utiliser sur Linux pour mesurer la perf. Vous connaissez peut-être PS, vous connaissez peut-être top. Si on essaye top par exemple, donc là, je suis sur mon Mac. Bah, en fait, top, ça marche aussi sur Mac. Et ça nous sort un truc qui ressemble un peu à... je sais plus comment ça s'appelle, l'Activity Manager, je crois. Qui vous donne grosso modo les apps. Et là, c'est trié par consommation CPU des apps, qui nous dit que bah, là, le truc qui a l'air de le plus consommer, c'est Windows Server, c'est normal, c'est le truc qui affiche les fenêtres. Je vois iTerm qui arrive là, etc. Et je crois qu'il y avait SCRCPY. SCRCPY, c'est Screen Copy, c'est ce que j'utilise pour partager mon téléphone. Donc la question, c'est, bah, est-ce que ça fonctionne sur Android? Bah, pour ça, il suffit que je lance ADB Shell, et après le nom de la commande que j'ai envie d'essayer. Et du coup, je peux faire ADB Shell Top. Et ça marche. Et du coup, si je m'amuse à ouvrir une app un peu au pif, typiquement la SNCF, hop, je peux m'amuser à scroller, et alors c'est hyper drôle parce que je vois Boursorama qui pop et qui n'est pas du tout censé popper là, donc je sais pas ce que Boursorama fait. Waouh, ok. Mais bref, du coup, si je scrolle un peu comme un demeuré, histoire de faire monter la SNCF assez haut, bah, on voit un truc qui s'appelle, je sais pas si vous voyez très bien au fond, mais là, tout à droite, je vois, oups, ça a disparu, je vais le faire réapparaître, comme .vsct.vsc.mo+. Bon, je pense que c'est la SNCF. Vous noterez que l'utilisation CPU au milieu, on la voit, elle peut dépasser 100 parce que techniquement j'ai 9 cœurs sur mon téléphone. Donc en fait elle peut atteindre 900%. Bon là, du coup c'est assez normal finalement que ça dépasse 100 parce que je suis en train de scroller comme un débile. Et du coup on a le CPU, on a la mémoire et on a pas mal de choses sur finalement toutes les apps du téléphone, même des apps de production. Donc bah, on pourrait se dire il est 16h16 et en fait on peut arrêter là et voilà quoi. Mais bon.
J'espère que vous allez rester avec moi encore une petite trentaine de minutes. Ce serait cool de quand même réussir à aller un peu plus loin. Parce que, ok, ça nous montre le CPU total pour chacune des apps. Moi, du coup, j'ai fait pas mal de React Native. J'avais envie en particulier d'avoir la performance du thread JS sur mon app React Native. Si vous faites du Flutter, ça peut être hyper intéressant d'avoir la performance du thread UI ou du thread raster, qui sont responsables pour afficher les frames. Et si vous faites du natif, vous avez aussi intérêt à avoir la performance du thread UI en soi, puisque si on le bloque, grosso modo, votre app n'arrive plus à afficher les frames. Alors, est-ce que c'est possible de faire ça avec Top? La réponse est oui, il suffit de passer une option, c'est très facile à retenir, c'est -h, h comme thread. Non, pas du tout, je ne sais pas pourquoi c'est h. Si, en fait, je sais pourquoi j'ai cherché, c'est h comme hardware threads. Mais ça m'avait pas mal surpris au début. Donc là, si je fais le même délire, que je scrolle un peu comme un demeuré, on voit du coup un thread qui s'appelle un.raster tout là-haut qui apparaît, et un thread qui s'appelle un.ui qui apparaît tout là-haut. Et si vous avez fait un peu de Flutter, vous saurez que probablement que ça, c'est les deux threads qui sont responsables d'afficher des frames, et donc d'afficher à Alexandre qu'il est en train de scroller comme un dingue. Et du coup, on s'imagine bien que c'est la performance, en particulier des threads de l'application SNCF. Ok, on peut, c'est cool, ça commence à ressembler à quelque chose d'assez sympa. Mais bon, plusieurs problèmes avec ça. Déjà, en vrai, c'est quand même pas hyper pratique d'afficher juste ADB shell top là comme ça, et si vous voulez créer un outil, de récupérer les valeurs en parsant, je sais pas trop. Deuxièmement, là le polling par défaut il est fait toutes les 3 secondes, et on peut changer ça, mais on peut pas faire un polling de... la fréquence minimale c'est 1 seconde. Donc si on veut avoir un peu plus de granularité, on peut pas, en tout cas pas out of the box avec cette commande. L'autre truc que vous avez peut-être remarqué qui est un peu dérangeant, c'est cette ligne-là. Vous noterez que Top lui-même consomme du CPU. Alors là, vous me direz, oui, bon, Alexandre, c'est 6,6%, ça va, c'est quand même pas beaucoup. Oui, mais bon, je vous rappelle quand même que je suis sur un Pixel 8, qui du coup est pas connu normalement pour ses problèmes de performance. Donc vous imaginez bien que sur un téléphone un peu bas de gamme, voire si vous avez la chance de faire de l'Android télé, on fait pas mal de télé à bas, mais c'est très drôle parce que les devices sont vraiment très nuls. Enfin, c'est les devices les plus bon marché que vous pouvez trouver, quoi. Vous imaginez bien que du coup Top va parfois avoir une consommation CPU qui peut atteindre 100% et complètement saturer un des cœurs du téléphone. Et donc c'est un peu gênant. Et oui, c'est important de mesurer du coup la performance de l'outil de mesure de performance en lui-même. Si vous avez compris le truc. Donc pour ça, je vous propose d'aller un peu plus loin et de se dire, est-ce qu'on peut pas refaire un peu ce que Top fait par nos propres moyens? La grande question, c'est comment on sait comment Top marche. Ce qui est cool avec Android, c'est qu'on peut finalement explorer le code source. Hop. Et on peut aller par exemple sur cs.android.com et on a accès à une grande partie du code source. Et donc là, typiquement, si je cherche Top, probablement .cpp, parce que je vous cache pas que tous les trucs vont être implémentés en C++, on peut tomber sur iotop.cpp qui a l'air de pas mal ressembler. Bon, ça ressemble un peu, on va aller assez vite quand même pour voir ce que ça fait, mais grosso modo, ça va dans un truc qui s'appelle TaskList, et ça va lire ici, je vais zoomer beaucoup plus. Oula. Est-ce que j'ai zoomé? Oui, voilà. Je vais zoomer beaucoup plus, mais ça va lire du coup dans un dossier /proc/ %d. Si vous n'avez jamais fait de C++, en gros, ça correspond à ça. C'est le process, enfin TGID, du coup, ça va être le process ID de notre app. /task. Bon. Grosso modo, sur le téléphone, il y a un dossier qui s'appelle /proc/ l'ID de l'app /task qui va contenir toute la liste des threads de notre app et qui va contenir les stats associés. Je vous montre comment ça va marcher. Si je reviens sur le terminal, alors je vais redémarrer mon terminal d'ailleurs parce que à chaque fois que je lance stop, le curseur s'en va. Ce que je trouve un peu naze.
Ouais, donc, déjà, il faudrait qu'on connaisse le process ID de notre app. En gros, une app, en fait, sur un OS, tous les services, apps, etc. qu'on lance ont toujours un ID associé, un ID de process. Donc les apps n'échappent pas à la règle. Pour le récupérer, du coup, il faut que je récupère d'abord l'app ID de l'app. L'app ID, c'est le truc du style com.exemple, .machin, etc. C'est le truc qui sert à identifier notre app sur le téléphone. Bon, là, du coup, c'est l'application SNCF. Je ne suis pas développeur SNCF. Je ne connais pas l'ID de l'app. Je pourrais aller le récupérer sur le Play Store. En vrai, il est dans l'URL. Mais on va être on va être des vrais hackers. Et on va utiliser une commande qui s'appelle dump6 Windows qui nous output tout un tas d'informations assez horribles. Mais en gros, ça nous dit tout ce qui est affiché à l'écran. Typiquement, là, la méthode, en gros, c'est si on cherche shown égale true, en fait, on trouve exactement quelle est la surface, l'application, on va dire, si on veut, qui est affichée en ce moment à l'écran. Et là, du coup, on tombe sur un truc qui a l'air de ressembler à ce qu'on cherche, puisqu'on voit un truc qui a le nom com.vsct.vc.mobile.horaire.eresa.android / com.ivoyager, Invictus, etc. Donc a priori, ce qui va nous intéresser, je pense que c'est ça, qui doit être du coup l'app ID de l'application SNCF. Une fois qu'on a ça, on peut faire ADB Shell PID pour Process ID, OF pour OF, genre, je pense en fait c'est juste le Process ID 2. Bon, il y a peut-être une logique plus compliquée à ça. De notre app, et ça nous dit que du coup, notre app a le Process ID 16348. Super. Donc si vous vous souvenez un petit peu, on disait que dans proc, donc là je vais utiliser cat pour pouvoir lire les fichiers. Donc dans proc 16348 slash, on a tout un tas de dossiers, mais notamment on a task. Et dans task, on a encore plus de dossiers. En fait, ça va être tous les threads. Bon, je fais un peu l'amalgame entre thread et task, pour être honnête. Ça va être un peu tous les threads de notre app. Donc si j'en prends un au pif, et j'espère qu'on va tomber sur un intéressant, mais il y en a beaucoup, donc on va voir. Et que je vais... pareil, en fait, il y a tout un tas de dossiers associés, et plein d'informations en fait, qui sont exposées et qu'on peut avoir dans Android, c'est assez fort. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier stat. Dans ce fichier stat, si je le lis, c'est le moment où vous venez de dire, vous êtes gentil Alex, mais ça ressemble pas à grand chose. Est-ce qu'il faut que je zoome ou pas? Vous voyez bien au fond ou... Non, c'est bon. Grosso modo, c'est une ligne. Ce qui est hyper drôle d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, ces fichiers sont générés à la volée quand on les lit. C'est assez marrant. Mais du coup, là, ce qu'on voit, on voit l'ID du thread, cette fois, le nom du thread, qui s'appelle Mali Event Un, bon, on s'en fiche un petit peu, et tout un tas de colonnes avec plein de nombres. Cool. Je vous propose de faire une commande de hacker de ouf, que heureusement j'ai dans mon historique, parce que je serais incapable de la refaire, pour afficher tous ces fichiers pour tous les threads de notre app. Bon, grosso modo, on va dans... Ah oui, il faut déjà que je mette la variable PID du coup de mon app, sinon ça va pas marcher. Donc hop, PID, c'est ça. Et du coup, cette commande-là, grosso modo, elle va dans le dossier task, elle regarde tous les threads, et pour chacun des threads, elle lit ce fichier stat. Et comme ça, et franchement, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle pendant que je suis en train de scroller là, il va vraiment se demander ce qu'on est en train de faire. Parce que je me suis jamais autant senti dans la matrice que ça. Mais au moins j'ai l'impression d'être un hacker. Je sais pas si vous avez cette impression-là. Non, mais ce qui est un peu plus drôle, c'est que du coup, on peut regarder déjà un peu plus le nom des threads et peut-être qu'on va retrouver des amis qu'on connaît. Par exemple, on parlait de 1.ui tout à l'heure. On retrouve 1.ui, on retrouve 1.raster, 1.io. C'est trois threads qui sont, qu'on connaît souvent sur Flutter, quoi. On peut trouver d'ailleurs plein d'autres trucs. Là, on voit que probablement quelque chose lié à Firebase dans l'application SNCF. C'est assez fou d'ailleurs le nombre d'infos qu'on peut trouver juste en inspectant ça. Bon, ok, super, mais ça sert à quoi tous ces nombres? Qu'est-ce qu'on en fait?
Bah, le truc qui est cool, c'est que comme c'est basé sur Linux, on peut regarder la doc de Linux pour voir à quoi correspondent tous ces nombres-là. Et donc, typiquement, Linux Manual Page. Si on cherche du coup /stat, parce que c'est ça que je suis allé chercher, voilà, proc pid /stat, donc le fichier, tous les fichiers là qu'on vient d'ouvrir, bah, on a la description de toutes les colonnes. Donc il y en a vraiment pas mal. Il y a le process ID, comme on l'a dit, le nom du thread qui est d'ailleurs concaténé à 16 caractères. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux colonnes-là. Donc la colonne 14 et 15, il faut qu'on retienne ça, qui nous donne du coup le temps que le process a été scheduled en user mode, measured en clock tick. Bon, pour l'instant, on va retenir que le clock tick, c'est une mesure pour compter le CPU usage. Donc on va se dire que notre app a consommé 200 clock ticks, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc on a besoin de ces deux-là, parce que grosso modo, là, c'est ce qui a été schedulé en user mode, donc c'est du code en général qui va être vraiment de votre ressort, de l'application, de votre code, des librairies, etc. Et là, c'est en kernel mode, donc vraiment plus des call systems, etc., qui peuvent être trigger par du code que vous avez fait, mais bon, c'est un peu plus rare. Donc notre but, ça va être de faire l'addition de ces deux trucs-là. Et là, pour chacun des threads, on va avoir l'utilisation CPU en clock tick. Bon, imaginez que c'est une mesure qui nous dit voilà combien on consomme. Ok. Je vous propose de coder ça. Et j'espère que vous me pardonnerez le fait que je vais coder ça en TypeScript, mais c'est le langage dans lequel je suis le plus proficient. Mais comme vous êtes des super développeurs, vous allez probablement réussir à comprendre ce qui se passe. Donc on commence par récupérer un argument sur la ligne de commande, à relancer du coup la commande infâme et abominable là, que j'ai montré tout à l'heure, que je tire un peu du chapeau, à l'exécuter et à loguer le résultat. Donc normalement, si je lance ça, je peux lancer ça avec Bun par exemple, qui est un truc pour lancer des programmes en JavaScript, et avec mon process ID, normalement, voilà, ça me réoutput exactement les mêmes trucs que j'avais tout à l'heure. Ok, donc maintenant, bah, on peut s'amuser du coup, alors là c'est vrai qu'avoir copilote c'est quand même vachement pratique, à parser les lignes. Je vais rajouter une petite logique un peu débile pour ignorer les lignes vides. Et donc là on se retrouve normalement avec un tableau de lignes. Ok, bon, on a des crochets pour un tableau, ça a l'air pas mal. Ok. Maintenant pour chacune des lignes, on va vouloir du coup faire une petite moulinette pour parser les colonnes. Donc là je vais faire un point map pour passer sur chacune des lignes. Et là du coup pour récupérer les colonnes, je vais tricher un petit peu parce qu'en fait comme on a des parenthèses autour du nom des threads et qu'on peut avoir des parenthèses dans le nom, bah ça suffit pas de... Ah, il me propose un truc de ouf là. Ça suffit pas de juste utiliser l'espace comme délimiteur. Donc on a besoin d'une petite regex que je dois avoir ici là. Split colon, ça ressemble pas mal. Ouais, super. Ok. Donc là, on a pour chacune de nos lignes les colonnes et Copilot nous propose des trucs de ouf. Mais nous, on a dit ce qui nous intéressait, c'est bah oui, le process ID, allez go. Le name. Voilà, super. Et est-ce que du coup, si je lui dis uTime, colonne de 13, je vous avoue que je me souviens plus. C'était la 14e colonne et 15e colonne qui nous intéressaient. Donc, avec des index qui commencent à 0, super. Donc c'est tout ce qui va nous intéresser. Et du coup, on va dire ID, PID, name, et on va dire CPU clock ticks. Ah oui, des petits parsint, c'est pas mal, parce qu'on là on a des strings, des chaînes de caractères, donc on veut récupérer des entiers. Et on fait la somme des deux. Et qu'est-ce qui va se passer si on log tout ça? Ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné. Bon, comme il y en a vraiment beaucoup, je vous propose qu'on les trie avec un point sort. Et voilà, copilote et mon ami. Hop, ah, pas tant que ça, il m'a pas mis la dernière parenthèse. Et avec un slice, je vais juste prendre les 5 premiers. Voilà, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans notre app,
c'est le raster thread qui a le plus consommé de clock tick. Il a consommé 3425 clock tick depuis le moment où j'ai lancé l'app. Ok. Donc, si maintenant on veut s'amuser à avoir un truc un peu en fonction du temps, bah faut que je stocke les résultats quelque part. Donc, par exemple, je fais let previous measures égale, je sais pas moi, une map. Hop, voilà, string number, super. Et je vais lui dire has already measured once. Voilà, on va faire un booléen un peu débile à false. Et donc on va juste stocker les valeurs courantes. En fait, faisons déjà un truc. Faisons tourner ça toutes les secondes pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour que ce soit plus joli, je vais clearer la console à chaque fois. Voilà. Donc du coup, là, si... Bon, vous voyez plus mon écran de téléphone, mais imaginez-vous que je scrolle encore comme un demeuré. Bah, du coup, forcément, on voit les valeurs qui montent, parce que, encore une fois, c'est depuis le début du démarrage de l'app. Donc là, plus je scrolle, plus les valeurs montent. Si je fais rien, les valeurs montent plus parce que je fais rien et l'app ne consomme plus rien, ce qui est vachement bien. Donc bien sûr, si on veut un truc en fonction du temps et se dire combien ça a consommé par exemple sur la dernière seconde, il faut que je stocke quand même les résultats. Et donc d'où la map previous measured. Donc là à la fin je vais lui dire if has already measured. Et ben là dans ce cas là, attends, copilote là tu pars en cacahuète. Dans ce cas-là, tu as envie de mesurer, mais cette fois-ci, on va surtout vouloir avoir la différence entre du coup les précédentes valeurs et la nouvelle valeur de maintenant. Donc pour ça, je vais plutôt lui dire, je vais pas m'embêter, je vais lui refaire un map et je vais lui dire pour chacune des lignes, const previous measure. On récupère la ligne dans la map. Super. Waouh, il m'a fait un petit peu beaucoup de choses là. J'aurais peut-être pas dû accorder autant de crédit à Copilot. C'est pas tout à fait ce que je veux faire. Mais on va lui dire, voilà, on récupère le nom avec la ligne.name et CPU usage. Voilà, on va faire line.cpu clocktick moins previous measure. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas un pourcentage. Hop. Super. Et comme avant, je vais les sortir par CPU usage. Et je vais slice. Voilà. Donc ça, c'est si on a déjà mesuré. Il manque un... Pardon ? Dans un... C'était où? Un CPU clocktick où, pardon? Quelle ligne? Ah oui. Ceci dit, pour l'instant, j'ai pas dit ce que je stockais dedans. Pourquoi il est pas content d'ailleurs? Measure is possibly undefined. Ah oui, donc en fait, on va lui dire ça et je vais lui mettre 0. Tranquillement. En fait, comme je lui ai dit que je stockais plutôt des nombres, je vais stocker directement le CPU clocktick dans la map, mais très bien vu. Et du coup, else, je vais dire has already measured égale true. Et en fait, c'est là où du coup previous measure égale new map. Non, c'est pas terrible ça. On va plutôt faire un line.forEach. Et on va dire, voilà, previous measure, set pour notre ID. On va écrire les CPU clocktick dans la map. Ok. Bon. Là, ça n'avait rien à voir avec la performance, c'était juste faire des soustractions. Mais cette fois-ci, si je relance, voilà, on voit tout qui est à 0. Mais si je commence à scroller, hop, on voit les valeurs qui montent en fonction du temps. Alors,
Vous allez me dire cool, on est proche du but, mais on est toujours en CPU clock tick. Et Alexandre, tu nous as pas dit ce que c'était des clock ticks. En fait, c'est une valeur pour mesurer grosso modo l'utilisation CPU d'un processus. Et en fait, pour traduire ça en un pourcentage, en fait, il suffit de savoir combien de clock ticks on peut avoir maximum dans une seconde. Et pour répondre à cette question, il faut qu'on aille récupérer la variable d'environnement eclectic, comme clock tick, vous vous en doutez, qui nous dit 100. Ce qui veut dire que quand on est à 100 clock ticks sur une seconde, on est à 100% d'utilisation CPU. Donc là, c'est hyper pratique parce que comme j'ai mis mon intervalle du coup toutes les 1000 millisecondes, donc une seconde, en fait, ce qu'on affiche là, c'est déjà des pourcentages d'utilisation. Donc là, du coup, on a réussi à coder l'utilisation CPU en thread par thread avec un CPU usage qui est en pourcentage toutes les secondes. Enfin, on pourrait changer. Du coup, si on ne mettait pas toutes les 1000 et 500, faudrait dire que le maximum qu'on peut avoir, c'est 50 CPU clock tick. Et donc, multiplier par 2 les pourcentages. Si mes règles de produit en croix sont correctes. Mais du coup, voilà. Donc, sur une app qu'on maîtrise absolument pas, on a réussi à recréer un truc qui nous donne l'utilisation CPU de thread par thread. Vous allez me dire, Alexandre, au tout début quand même, tu as aussi parlé de FPS. Les CPU c'est cool, mais quid des FPS du coup? Pour les FPS, ça va être un poil plus compliqué, mais on va aller un peu plus vite. Si vous avez déjà utilisé Perfetto dans la vie, c'est un outil d'analyse assez incroyable sur Android. Et Perfetto, en fait, sous le capot, il utilise un outil assez bas niveau qui s'appelle Atrace. En fait, je vais changer d'app d'exemple parce que ça va être plus facile. J'ai codé une app toute débile. Ouh. En Jetpack Compose, vous en doutez si vous avez un sens de l'observation. C'est une animation un peu bête, sauf que là, c'est pas la version de l'app que j'ai envie d'avoir. Je parlais de ADB qui peut installer, voilà, on a la démo. Voilà, donc là on a une animation toute bête, et en fait je fais un truc horrible, c'est que le run expensive stuff, il fait un calcul assez monumental et horrible sur le main thread ou l'UI thread de l'app, ce qui fait que, comme la responsabilité du main thread ou du UI thread de l'app c'est d'afficher les frames, on n'arrive plus à afficher les frames. Je sais pas à quel point c'est visible sur l'écran, mais grosso modo l'animation stop quand on clique. Voilà. Donc pratique, ça va être assez facile du coup de voir si notre truc qui compte les FPS va être correct ou non. Donc je vous disais, il y a un outil qui s'appelle Atrace qu'on peut lancer encore une fois avec ADB Shell. Et alors c'est un outil, il va encore nous sortir des dingueries. Si on lui passe en catégorie View, parce que là c'est ce qui va vraiment nous intéresser, voyons voir un petit peu ce qu'il nous fait. Il nous dit Capturing Trace. Et il output encore des lignes fantastiques. Voilà, si vous pouvez retenir un truc de cette conf, c'est que vous aurez vu beaucoup de blanc sur du noir, avec plein de trucs imbitables. Bon, qu'est-ce qui est bitable là-dedans du coup? En fait, ce qui est hyper intéressant, je peux peut-être l'ouvrir en grand, voilà, c'est déjà un peu plus joli comme ça. En fait, c'est un truc assez dingue. Ça vous dit vraiment à un niveau assez bas de quels sont les appels de fonctions qui se font sous le capot de votre app, et même de toutes les apps, de n'importe qui. En fait, vous pouvez insérer ça dans Perfetto, par exemple, et ça vous sort un joli flame chart, si vous voyez à peu près ce que c'est. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est que, en Android, le truc le plus bas niveau pour afficher une frame, c'est un appel de fonction à une classe qui s'appelle chorégrapheur, qui a une fonction qui s'appelle doFrame, dont le rôle, c'est de faire une frame, quoi, doFrame. Or, ici, en plus ça tombe bien, c'est l'avant-dernière, on peut voir que ces appels-là, en fait, ils sont logués. Avec un petit B ici comme begin, donc on sait que là, timestamp qui est ici, alors je ne saurais pas dire exactement à quoi correspond le timestamp là, mais beaucoup de secondes. On a un chorégrapheur / doFrame qui est appelé, et du coup si on log, on peut s'imaginer qu'il y en a d'autres. Et si on regarde un peu les timestamps, lui il a été logué à
Du coup, secondes, millisecondes, donc là c'est... Oh, ça va être dur à faire la soustraction là. Mais je pense que du coup ça va être 227.392. Et si je reprends celui-là, c'est 227.408. Donc grosso modo, si vous faites la soustraction, ça vous fait à peu près, bizarrement, 16, probablement 666 millisecondes. Si vous avez suivi jusque-là, du coup, une app qui affiche 60 frames par seconde, bah, elle doit le faire tous les 1 seconde divisé par 60, ce qui fait 16,66666 millisecondes. Donc finalement, je vous propose qu'on fasse un truc assez simple et qu'on s'amuse à compter le nombre d'appels à chorégrapheur do-frame qui sont faits. Et on va voir si ça marche. Hop, je mets ça encore une fois dans un coin. J'enlève ça et on va aller assez vite avec des snippets. On va déjà commencer par démarrer à trace. Cette fois-ci, on va le démarrer dans un mode où il va nous écrire en fait dans un autre fichier. Hop, celui-là, voilà. Il va nous lire, donc là je fais ADB Shell 4 et le fichier dans lequel nous écrit atrace. Voilà. Là, juste deux commandes, il démarre atrace, il spawn le debug. Je crois que c'est la première fois que je fais du live coding avec Copilot à côté, c'est assez... Je sais pas si c'est bien ou pas. Bon. Donc, sur l'output, en effet, on a envie de récupérer les lignes, voilà. Mais du coup, pour chacune des lignes, bah, en fait, j'ai juste envie de voir si du coup j'ai un chorégrapheur do-frame ou pas. Donc je vais dire if line.includes chorégrapheur / do-frame. Bah, je vais juste me faire je vais faire un truc vraiment très débile là, mais je vais mettre un FPS count et je vais lui dire FPS count plus. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus intelligent. Tiens, il est pas content avec ça, c'est marrant, mais ok, voilà, on va le typer. Et du coup, bah en fait, je vais refaire un truc toutes les secondes. Et toutes les secondes, bah, je vais loguer mon compteur FPS et je vais repasser mon compteur FPS à 0. Bon, c'est assez moche et assez peu précis, mais dans l'idée, ça devrait pas trop mal fonctionner. Alors, c'est parti. Si je relance du coup mon script, bon index PID, hop. Et si je vous remontre mon téléphone à côté, voilà. 60, donc c'est pas mal. A priori, c'était ce qu'on voulait. Ouf, 80, ça c'est pas trop ce qu'on veut. On va voir ça dans pas longtemps. Si je fais un expensive stuff, on voit bien qu'on passe à 0 et qu'on remonte progressivement à 60. Mais bon, vous allez me dire, c'est marrant, mais à chaque fois que je clique là, ça a l'air d'augmenter le nombre de FPS. J'ai peut-être trouvé un secret méconnu de Android. Bah non, en fait, c'est comme atrace, littéralement, il inspecte toutes les apps. Il faut qu'on lui spécifie que c'est le do-frame juste de notre app. Parce qu'en fait, le do-frame, il est appelé sur toutes les apps du téléphone et ça inclut même la status bar et le système natif Android. Donc pour filtrer, qu'on n'a que les trucs qui nous intéressent, on va lui dire aussi que notre ligne doit inclure quelque chose qui doit ressembler à, il me semble que c'est un trait d'union avec le process ID et un espace. Et là, on est sûr du coup d'avoir une ligne qui ressemble à notre app. J'espère que je ne me suis pas planté, mais on va revoir ça. Et cette fois-ci, j'ai dû me planter. Je suis toujours sur le PID de SNCF, donc en effet, ça va pas trop bien marcher. Vous suivez vachement bien. Je crois que je l'ai appelé comme exemple.mime. Oui. Et donc, bun index, hop, 2464. C'est assez rassurant, ceci dit, de savoir que la SNCF n'affiche pas de frame quand elle est fermée. Hop, si je fais un expensive stuff, bah cette fois-ci, voilà, je retombe à 0. Et quand c'est fini, je remonte à 60. Et ben voilà, du coup, en à peu près 30 minutes et une petite centaine de lignes de code, finalement, on a à peu près recodé
deux composantes majeures pour recoder un outil de mesure de perf sur Android. Et bon, Flashlight, du coup, va un peu plus loin et l'implémentation a quand même pas mal changé pour être un peu plus précise. Mais l'idée de fond derrière, c'est ça. Et Flashlight, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah, la manière la plus simple de l'utiliser, c'est en ligne de commande. Et d'utiliser, par exemple, Flashlight Measure, qui a dû partir quelque part. Oups. Ici, on peut automatiquement détecter l'app ID de notre app, commencer un start measuring, et en fait, bah, tout ce qu'on a vu de métriques qu'on récupérait, donc le FPS, bah, il le récupère automatiquement et en live. Typiquement, si je m'amuse à faire run expensive stuff, on a le FPS qui prenne un énorme coup. Évidemment, on peut voir que l'usage CPU augmente aussi assez radicalement. Et on peut voir aussi l'utilisation thread par thread. Bah, on a le UI thread que bon, j'ai surchargé un petit peu bêtement. On a la RAM aussi derrière. On peut s'amuser à inspecter même tous les threads si ça nous intéresse pour aller vraiment plus loin. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Le truc, c'est que le moment où vous avez envie de faire un fixe, et d'ailleurs, oui, ça vous calcule aussi un score un peu en live, grosso modo un condensé d'un peu toutes les métriques qui sont là. Notamment surtout le FPS et l'utilisation CPU. Et si vous saturez un peu les threads importants, type JS thread sur React Native ou UI thread sur du natif. Bon, donc là on a une app qui est un peu pétée parce que je clique sur Run Expensive Stuff et ça me casse l'animation. Bah évidemment, on peut faire un truc quand même assez simple, c'est on peut lancer ce... Bon, en vrai, il faudrait peut-être juste qu'on lance pas des expensive stuff, mais autant le lancer sur un autre thread que le UI thread, comme ça au moins ça interrompra pas l'animation. Et donc ce qui est cool, c'est que si vous faites un fixe comme ça, pour être sûr de reproduire de manière déterministe une mesure, vous pouvez faire plutôt la commande flashlight test. Flashlight test, comment ça marche? Vous pouvez lui passer un test end-to-end. Typiquement, on kiffe énormément Maestro. Parce qu'avec un YAML d'environ 3 lignes, là, il va me faire un truc où il démarre l'app et il clique sur le bouton Run Expensive Stuff. Je vais peut-être le montrer juste après. Et ensuite, voilà, bon, je triche. Il va mesurer pendant 10 secondes. Il va passer le bundle ID, l'app ID de l'app comme exemple.mim. Par défaut, en fait, il va faire 10 itérations. Et là, je lui passe --record, comme ça il nous enregistre même une vidéo, c'est assez sympa. Donc par défaut, il fait des itérations, mais bon, là quand même, on va aller un peu plus vite. Et donc là, c'est parti. Et je suis pas au bon endroit. Puisqu'en effet, je n'ai pas de test.yaml, je l'ai mis dans le dossier test. Bah oui. D'ailleurs, si vous demandez à quoi ressemble un test.yaml et vous n'avez jamais fait de Maestro, voilà, c'est 4 lignes. J'ai menti, c'était pas 3 lignes, c'était 4. Parce qu'il y a les petits traits d'union là. Voilà. Bref, si vous connaissez pas Maestro, ça vaut le coup de tester. On est reparti. On est reparti. C'est bon, Maestro s'est lancé. Il a lancé l'app. Il a cliqué sur le bouton. Là, on voit qu'on a toujours l'app avec notre problème. Il nous a pris une mesure. Et du coup, quand il aura pris 10 secondes de mesure, il va s'arrêter. Et d'habitude, il pourrait reprendre plein d'itérations. Parce que quand je vous disais que les mesures n'étaient pas déterministes, c'est pour ça que par défaut, il en prend 10. Et ensuite, si je balance la commande qui me dit flashlight report, etc., grosso modo, en fait, il vous a créé un fichier JSON avec tout plein de mesures. Mais si je fais flashlight report de ce fichier JSON, je peux l'ouvrir si je trouve où est mon navigateur internet. Voilà, il est là. Donc, ça m'a pris les mesures avec, comme on avait vu, le FPS qui tombe, etc. Mais du coup, maintenant, si je fais mon fixe, le fixe qui consiste à, oui, il vaut mieux installer new.apk plutôt que old.apk. Évidemment, dans new.apk, j'ai délégué le calcul sur un autre thread, que je refais exactement le même test. Et ça me permet d'avoir un moyen à peu près le plus déterministe, on va dire, qu'on puisse avoir, ou en tout cas assez proche d'un meilleur déterminisme, de vérifier que mon changement a vraiment eu un impact. Bon, là, évidemment, c'est assez facile parce que l'impact se voit à l'œil nu, mais vous doutez bien que dans les apps que vous optimisez, des fois, on n'est pas sûr, et des fois, ça se joue à
je sais pas, 5-10% d'utilisation CPU, etc. Hop, et une fois qu'on l'a fini, eh ben on va pouvoir relancer la même commande avec le précédent rapport, et en rajoutant le nouveau rapport, zoup, il va nous faire une jolie vue de comparaison, où on est passé du coup d'un score de 59, c'est le nord, à 96, avec une petite vidéo d'ailleurs sur laquelle on peut comparer les deux comportements. On voit évidemment en rose la cata où on avait le FPS qui cramait, et en bleu le meilleur FPS. On notera d'ailleurs qu'en bleu, en vrai, on consomme un peu plus de CPU, parce que le fait d'offloader des trucs sur un autre thread, c'est pas forcément gratuit. Mais dans l'ensemble, comme on a amélioré les FPS, Flashlight considère que vous avez amélioré la perf de l'app. Et voilà. Et on est allé encore un peu plus loin. Il ne reste pas très longtemps, mais je vous rassure, c'est bientôt fini. C'est-à-dire que, en fait, on a carrément fait un site qui peut lancer ces tests-là sur le cloud dans une ferme AWS. Donc là, par exemple, je peux prendre un APK. L'APK que j'avais qui est quand même assez simple. Lui dire, il peut vous mesurer le temps de démarrage si je lui dis qu'est-ce que c'est qu'un truc qui va apparaître sur mon app. Par exemple, là, c'était le bouton Run Expensive Stuff. Et il va considérer, une fois que ça apparaît, que l'app a démarré. Et du coup, derrière, ça va mettre un peu de temps, une petite dizaine de minutes. Donc je vais passer directement à la fin. Ça va vous générer dans le cloud le rapport de démarrage de l'app. Évidemment, là, c'est quand même une app vachement simple. Du coup, j'ai 100 sur 100. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir 100 sur 100. Voilà. Je reviens très rapidement au slide. Mais du coup, c'était une présentation assez rapide de Flashlight et de comment, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça à refaire. Un truc qui, du coup, peut faire des mesures automatisées de perf en prod, en natif, Flutter, React Native. Petit caveat, petit défaut sur Flutter, la mesure de FPS est en train d'être fixée, elle n'est pas si précise que ça pour l'instant, mais ça va venir bientôt. Et on peut même tourner en CI avec Flashlight Cloud et générer par exemple un dashboard de perf comme ça. On avait une app qui du coup, donc là il générait tous les soirs un nouveau rapport. Donc typiquement là il y avait un petit truc qui se passait qui augmentait la consommation CPU de ouf. Et what's next? Le truc qui reste quand même un peu compliqué, ça reste d'explorer l'app, parce que un rapport de performance du démarrage, c'est un peu limité. Donc évidemment, on peut faire des tests end-to-end, mais là, on a envie d'explorer un petit peu la perspective de, peut-être avec un peu d'AI, enfin pas peut-être en fait, avec un peu d'AI, d'avoir quelque chose qui explore automatiquement et qui peut faire limite l'audit automatique de perf de votre app. Affaire à suivre, rajouter des métriques. iOS, c'est plus compliqué. Mais je crois que j'ai pas le temps d'en parler là, mais si vous avez la question, venez me voir, vous posez la question là, mais voilà. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà. Et j'oubliais que du coup le repo est open source, et là c'est le scan du GitHub quoi. Merci pour la presse. Moi, je veux bien savoir pourquoi est-ce que c'est difficile sur iOS, du coup. En tant que développeur iOS, je suis curieux de savoir pourquoi on n'a pas des outils aussi bien que ça. Alors, la facilité, du coup, sur Android, vous l'aurez compris, c'est que c'était basé sur Linux, et Android est, comme Linux, assez permissif sur les informations qu'il donne. Là, en gros, finalement, on lit dans des fichiers, et genre, ça marche, quoi. Sur iOS, c'est pas aussi simple. Et sur iOS, grosso modo, il y a un truc qui... Enfin, on peut pas lire dans ces fichiers-là. Donc les possibilités qu'on a envisagées, c'est, il y a Xcode instrument qui marche, enfin ça s'appelle juste instrument maintenant je crois, mais bref, qui marche très bien et qui fait des trucs assez jolis. Il y a une CLI Xcode qui existe et qui marche pas trop mal. Elle nous donne des résultats sous forme d'XML un peu dur à lire, mais quand on s'y penche un peu, on arrive à comprendre. Mais elle marche pas en real time. C'est bizarre, la CLI marche pas en real time alors que techniquement instrument marche en real time. Du coup, si on veut avoir le même genre de truc en real time, la solution
qu'a priori on a trouvé, mais qu'on n'a pas vraiment implémenté, mais qu'il y a des gens qui essayent d'implémenter, etc. Enfin, pas nous, mais d'autres gens. C'est de reverse engineer Xcode Instrument pour se faire passer pour Xcode Instrument et communiquer avec le même protocole avec le device. Sauf que moi, on me dit ça en tant que dev naïf qui a envie de hacker, je me dis ouais, bah ça se trouve, c'est des appels, je sais pas, gRPC, machin, et c'est pas si. Non, en fait, iOS, évidemment, c'est un truc un peu plus compliqué que ça. C'est un protocole où on envoie des messages Objective-C encodés en binaire, etc., sous pas forcément le même chiffrage, quel que soit le message. Enfin, c'est drôle. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais on espère avoir quand même une version à un moment donné, du coup, sans le real-time, mais avec la CLI Xcode. Parce que c'est vrai que l'outil de, enfin Flashlight comme outil de comparaison, c'est assez pratique, je trouve, ce que Instrument n'a pas. Merci. Le score, c'est quelque chose d'assez subjectif. Comment tu fais pour le déterminer? C'est une excellente question. Et en vrai, il faudrait qu'on rajoute l'option pour pouvoir tweaker le score. Mais grosso modo, c'est une formule plus ou moins bateau qui pondère différentes métriques. Donc le FPS est très pondéré, l'utilisation CPU un peu moins, et la saturation des threads, bah, grosso modo, la pondération, je crois que c'est quelque chose comme si vous avez, par exemple, le thread UI qui est saturé à 100% tout le temps, bah, là vous avez un score de 0. Si c'est 50% du temps, il divise par 2 le score carrément, parce qu'en fait, bon, a priori ça veut dire... et du coup pour une app React Native, ça va s'appliquer aussi au JS Thread ou le raster thread par exemple pour une app Flutter. Et du coup, est-ce que c'est une notation qui évolue dans le temps? Tu veux dire si je fais un test Flashlight aujourd'hui et que j'en fais un dans 6 mois, sur le même APK, est-ce que j'aurai le même résultat? Bah pour l'instant, elle n'a pas évolué depuis 1 an à peu près. Donc pour l'instant, je dirais la réponse est non. Mais j'aimerais bien en fait que les mesures soient un peu plus... Enfin bref, il y a certaines choses que en tout cas j'aurais envie de changer. Donc il y aura peut-être une mise à jour à un moment donné, nouvelle version du score, quoi. Donc pour l'instant non, mais peut-être bientôt. Merci. Est-ce que la notation s'adapte avec le langage? Par exemple, en Kotlin, elle est plus énervée, en Flutter, elle est un peu plus sympa, et en React, elle est vraiment très sympa. Comme on a fait beaucoup de React Native, il y a un truc qui est recodé, c'est if React Native, score égale 100. Non, je plaisante. Non, en fait, une des volontés aussi derrière ça que j'ai pas dit, c'était d'avoir un truc qui était assez agnostique quand même de la technologie. Pour aussi, nous, de notre côté, pouvoir faire des comparaisons, etc. Et comme on utilise un peu les 3 technos, c'était assez intéressant. Il y a juste quelques adaptations au sens où React Native, par exemple, il faut considérer le fait que si tu satures le thread.js, c'est un truc qu'il ne faut pas faire parce que tu vas aussi péter la performance de ton app. Donc il y a ces petites subtilités-là qui sont rajoutées en fonction des frameworks. Sinon, dans l'ensemble, niveau FPS, CPU, etc., c'est le score est le même, quoi. Ok, donc les valeurs sont grosso modo les mêmes pour tous, mais tu as juste des watchers sur différents trucs selon la techno. En fait, les valeurs sont à peu près les mêmes, les watchers sont les mêmes. En fait, on mesure tous les threads. C'est juste que si on détecte un thread JavaScript et on détecte qu'il a une utilisation assez élevée, on va dégommer le score, quoi. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des rapports autres que dans du HTML pour pouvoir coupler ça avec une quality gate par exemple? Par défaut, en fait, c'est du JSON qui est écrit. Donc techniquement, on pourrait ouvrir le JSON, le parser, etc. Il n'y a pas encore trop d'utilitaires basés là-dessus. Le JSON est bien typé, il y a toute une interface, etc. Mais il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui utilise Flashlight et qui permet à une CI, par exemple, de s'arrêter ou d'arrêter une publication parce que... Ouais, je vois bien le truc. Techniquement, ce serait possible. C'est-à-dire qu'on a le JSON, donc il faudrait parser le JSON et mettre un peu une petite logique importée, etc.
c'est juste un truc qu'on n'a pas fait, mais si jamais... Là, il y a plein de trucs qu'on pourrait améliorer, etc., qu'on n'a pas fait. Si ça vous intéresse, franchement, venez me voir et on en discute. Merci.